Europe. Voici le journal de Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Journée d'action des routiers, la CGT et FO ont commencé leurs opérations escargot, mais pour l'instant, pas de mobilisation massive, pas de blocage étanche. On va le voir dans un instant. Les autres titres, Jean-Philippe. Un séisme politique en Allemagne. Angela Merkel a beau gagner les législatives, on retient surtout l'entrée de l'extrême droite à la Chambre des députés. Les sénatoriales en France, la majorité reste à droite. La République en marche marque le pas. Puis la pilule, près de la moitié des Françaises la prenaient en 2010. Elles ne sont plus qu'un tiers aujourd'hui, révèle une étude. Ce sera l'enquête du 8h. Enfin, la disparition d'une grande dame du théâtre, Gisèle Casatsu, vient de s'éteindre à l'âge de 103 ans. Elle était la doyenne des comédiennes françaises. L'ancien ministre de l'économie Michel Sapin, invité d'Europe Matin tout à l'heure à 8h15. Quel regard sur le budget 2018, le premier budget du gouvernement Philippe Macron? Ils ont promis des actions fortes et visibles. Manifestation des routiers CGT et FO avec des barrages filtrants sur les autoroutes, blocage des plateformes logistiques et des dépôts de carburant. On va tout de suite prendre la température dans les Bouches-du-Rhône avec notre correspondante Nathalie Chevance. Nathalie, vous êtes devant la raffinerie Total Lamed, c'est près de Martigues. Un blocage a été mis en place dès 4h du matin, mais pour l'instant, pas de mobilisation massive. Oui, et ils ne sont pas très nombreux mobilisés sur ce rond-point à l'entrée de la raffinerie. Une trentaine, suffisamment tout de même pour bloquer l'acheminement de l'essence, car les camions citernes ne peuvent plus sortir pour approvisionner les stations-service, comme l'explique ce routier à l'arrêt depuis 4h du matin et assez mécontent. Je suis bloqué, on est chargé, on ne peut pas sortir. On n'a pas le droit de bloquer les gens qui veulent aller travailler. Moi, je veux travailler. Si je veux faire grève, je ne suis pas dans mon camion ce matin. Alors sur ce barrage qui laisse uniquement passer les voitures, il y a aussi des salariés de la pétrochimie venus dénoncer la réforme du Code du travail. Opération sensibilisation avec distribution de tracts. Fabien Michaud pour la CGT Transport. Contrairement à ce que dit le président de la République, la démocratie est aussi dans la rue. Pour un routier français, le risque c'est d'avoir les mêmes normes sociales que les pays de l'Est. Il y a une prise de conscience de la profession sur les objectifs réels de ces ordonnances. Alors on est quand même loin ce matin de la mobilisation lors de la loi El Khomri. Pas facile de remobiliser les troupes, admet Laurent Casanova de FO Transport. La grève elle coûte cher. Quand vous faites grève une semaine et que vous avez des factures à payer comme tout le monde, c'est pas évident. Déjà la mobilisation c'est jamais facile et par-dessus le marché, cette année on a quand même eu 13 mobilisations. Les salariés à force ils perdent du pognon et ça devient compliqué quoi. Une intersyndicale FO-CGT qui a quand même pour ambition de tenir des barrages toute la semaine. La correspondante d'Europe 1 à Marseille, Nathalie Chevance. Pour l'instant, on signale des blocages également au dépôt de La Rochelle. Et puis c'est des barrages sur la 1 dans le nord. Ça coince aussi sur la 15 et la 86 à côté de Paris. Les syndicats sont donc en colère contre la réforme du Code du travail. Il faut dire que 80% des entreprises de transport ont moins de 20 salariés. Elles sont donc particulièrement concernées. Les syndicats dénoncent des risques de primes à la baisse, de licenciements plus faciles. Ils ont aussi des revendications catégorielles et le gouvernement se méfie. Il faut tenir compte des spécificités du secteur. C'est ce qu'a dit la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, qui était l'invitée hier du grand rendez-vous Europe 1, les Échos CNews. Les routiers savent aussi qu'ils peuvent jouer sur la peur, panique de la pénurie de carburant dans les quelques 11 000 stations-service de France. D'ailleurs, les automobilistes étaient déjà nombreux hier à faire le plein. Illustration à Paris avec Jean-Jacques Herry. Première station-service, premier constat, la peur de la pénurie se traduit par une longue file de voitures. 20 minutes de patience pour accéder aux pompes et pour Sébastien, un espoir déçu au moment d'actionner le pistolet de distribution. Il n'y a plus de gasoil. Vous allez faire quoi là? Je vais essayer de chercher une autre station dans laquelle ils proposent du gasoil. Pas si simple car la station juste en face est déjà fermée, rupture de stock. Pour trouver du carburant, il faut encore rouler 400 mètres vers les quais de Seine. Et ici aussi, il y a la queue jusqu'à gêner la circulation. Sur l'échelle de la prévoyance, certains atteignent déjà des sommets. Gérard refuse de se contenter uniquement d'un plein. Même je fais un jerrycan de 10 litres supplémentaires. Parce que moi je suis chauffeur, on ne peut pas faire autrement. Je ne sais pas si j'ai le droit. Je vais aller à la boutique, je vais voir s'ils ont des 40 litres. Et je vais refaire la queue, je vais refaire un 40 litres supplémentaire. Et je ne sais pas s'ils vont me le vendre le 40 litres parce qu'il y a du monde là. Beaucoup de monde, mais aucune colère, aucun énervement derrière son volant. Jean-Louis préfère d'ailleurs philosopher. Ça fait partie un petit peu du folklore à la française. Ça bloque. En mai 2016, lors du dernier gros épisode de blocage, il n'avait pu remplir son réservoir
qu'après 3 heures de quête effrénée. Au moins, là, je suis tranquille pour 10 jours, lâche-t-il. Reportage signé Jean-Jacques Herry. Europe 1, 8h05. C'est l'autre grand titre ce matin, les élections législatives en Allemagne et un séisme politique. Oui, séisme, l'expression revient souvent dans la presse allemande ce matin. L'entrée de l'extrême droite à la Chambre des députés, du jamais vu depuis 1945. Le parti de l'Alternative pour l'Allemagne recueille 13% des suffrages. Désormais, troisième force politique du pays. Dès hier soir, des manifestations ont eu lieu à Berlin notamment, au cri de nazis dehors. De quoi assombrir la victoire d'Angela Merkel, l'inamovible chancelière qui entame un 4e mandat et va devoir composer avec un parti qui la déteste. La correspondance d'Hélène Cole. 4 ans d'existence seulement, 4 ans de dérapage pour ce parti nationaliste qui a flirté pendant toute la campagne avec les thématiques néo-nazis. Une 50aine de ses candidats en faisaient même des arguments électoraux, comme ce député qui réclamait un retour aux frontières du Reich de 1937. Il fait partie de ceux qui ont été élus hier soir par des électeurs avant tout en colère. 60% d'entre eux n'ont pas voté AfD par conviction, mais juste pour dégager Merkel, pour reprendre le slogan du parti. Hier soir d'ailleurs, son chef de file, Alexander Gauland, l'a même reconnu en direct à la télévision. Au Bundestag, son parti ne compte rien proposer. Ce n'est pas notre mission pour le moment. Alors que notre pays nous est volé à cause d'une immigration massive au mépris de notre état de droit. C'est ça que nous voulons défendre au Bundestag. Parti de protestation avant tout, il a aussi su exploiter les craintes et les dysfonctionnements nés de l'arrivée des réfugiés. Une vague de faits divers en ce mois de septembre a accrédité l'idée que leur accueil n'était pas sous contrôle. 95% des électeurs AfD pensent que les valeurs et la culture allemande sont en train de disparaître. Berlin, Hélène Cole, Europe 1. En France, la réaction de Marine Le Pen qui salue l'arrivée de l'Alternative pour l'Allemagne, un symbole du réveil des peuples, déclare la présidente du Front National. Quant à Emmanuel Macron, il a téléphoné à Angela Merkel pour la féliciter et appelle à la poursuite d'une coopération essentielle entre la France et l'Allemagne. Et ce n'est pas gagné. La chancelière cherche maintenant une majorité. Elle va devoir trouver une alliance contre nature avec les Verts et les libéraux. Des libéraux vent debout contre les idées européennes d'Emmanuel Macron et sa réforme de la zone euro. Écoutez leur patron Christian Lindner, il prévient, ce sera du chacun pour soi. Un budget pour la zone euro. Monsieur Macron parle de plusieurs points de croissance. Pour l'Allemagne, ça représenterait 60 milliards d'euros, sans doute plus. Un budget d'où l'argent coulerait vers la France pour financer la dépense publique ? Ce serait pour nous inconcevable. Ce serait une ligne rouge. Et notez que Angela Merkel sera au cœur du récit de Christophe Ondelat aujourd'hui à 17h sur Europe 1. Il y avait des élections en France également hier, les sénatoriales, un Sénat qui reste à droite, une majorité qui sort même renforcée après le vote de plus de 76 000 grands électeurs. Parmi les enseignements du scrutin, on notera que les socialistes limitent les dégâts, ils ne perdent que 5 sièges. Déception en revanche pour la République en marche du président Macron. Elle voulait entre 50 et 60 sénateurs. Elle reste sous la barre des 30. Elle perd même un siège. À noter la réaction de Laurent Wauquiez, favori à la présidence des Républicains. Il s'agit, dit-il, d'un premier avertissement pour un président coupé de nos territoires. Fin de citation. Europe 1. La pilule de moins en moins utilisée en France. Oui, une baisse régulière depuis des années et elle s'explique, c'est l'enquête du 8h. Bonjour Ève Roger. Vous avez des chiffres, ils sont publiés ce matin, c'est le baromètre santé sur la contraception et il confirme une baisse régulière depuis le début des années 2000. Et oui, pour faire simple, aujourd'hui 1/3 des femmes prennent la pilule, en 2010 c'était près de la moitié et au début des années 2000, les 2/3, donc on le comprend lentement mais sûrement, le monopole de la pilule s'effrite. Et donc pourquoi la pilule a moins la cote aujourd'hui ? Alors ça concerne surtout les plus jeunes, celles qui ont entre 20 et 30 ans aujourd'hui, et quand vous les interrogez, elles répondent « j'ai peur ». C'est la première raison, c'est vrai. La crise des pilules 3e et 4e génération est passée par là. Souvenez-vous, c'était en 2012. À l'époque, plusieurs jeunes filles se sont plaintes d'effets secondaires très graves, phlébite, embolie pulmonaire, AVC. Et vous allez entendre Laura. À l'époque, elle avait 18 ans. Eh bien, elle a dit stop. C'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé d'arrêter la pilule qui pour moi était hyper contraignante. J'ai pris 10 kilos déjà. Mon taux de sucre dans le sang a explosé. Quand je marchais, j'avais l'impression d'avoir des souffles au cœur. J'étais complètement l'ombre de moi-même. Depuis, je suis passée au préservatif. Certes, c'est pas pratique, mais au moins ça protège de toutes les infections, des MST, mais aussi de la grossesse. Donc pourquoi pas. Donc on comprend, il y a un côté un peu générationnel. Il y a une deuxième raison à cette désaffection ? Et oui, il y a une tendance de fond depuis le début des années 2000 avec cette question, mais qu'est-ce que j'avale
tous les jours une méfiance vis-à-vis des produits chimiques, des médicaments. Certaines jeunes filles m'ont parlé de Servier, du Mediator. Une tendance donc en faveur des médecines douces. Alors vous allez entendre Elisabeth Paganelli, elle est secrétaire générale du syndicat des gynécologues. Pour sa génération à elle, pour qui la pilule a été un élément de libération, mais cette tendance, on pourrait dire ce renoncement, est tout simplement incompréhensible. Maintenant, elles en arrivent à accepter des règles douloureuses, voire des fatigues, des anémies, alors que pour certaines femmes, la pilule leur convenait bien si elles n'avaient pas de contre-indication. Donc je trouve que c'est un recul. Nous, quand on faisait des gardes, la majorité, on prenait la pilule en continu et on essayait dans les gardes de ne pas avoir des règles de manière à jour et nuit, de ne pas être fatigué. C'est quand même bizarre. Quand on a un certain boulot, on ne peut pas se permettre d'avoir des règles douloureuses et c'était quand même bien pratique pour nous les femmes. Alors on comprend, ce désamour favorise surtout aujourd'hui les méthodes sans hormones, c'est-à-dire 1, le stérilet et 2, le préservatif. L'enquête du 8h signée ce matin, Ève Roger. Un référendum historique pour les Kurdes d'Irak. Ils doivent se prononcer sur leur indépendance. Les bureaux de vote ont ouvert tout à l'heure. Un scrutin qui inquiète les pays voisins comme la Turquie ou l'Iran qui ont aussi une minorité kurde. Europe 1, 8h12. Et si le fabricant du TGV passait sous pavillon allemand? Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Jean-Philippe. Directeur du journal Les Échos, vous nous parlez d'Alstom ce matin avec des négociations en cours et un rapprochement possible avec le groupe allemand Siemens. Oui, le projet vendu par ses promoteurs, c'est la constitution d'un Airbus du ferroviaire. Et c'est vrai qu'Alstom plus les activités ferroviaires de Siemens, qui sont à peu près de la même taille, ça crée un groupe qui a de l'allure. Il y a une certaine logique à rapprocher les deux, sauf que, telle que l'opération est prévue à l'heure actuelle, les Allemands prendraient le contrôle du nouvel ensemble et on n'est donc plus tout à fait dans l'esprit Airbus qui repose sur un équilibre entre Français et Allemands. Alors, est-ce qu'on est prêt à laisser faire du côté de l'Elysée? Oui, et ça a de quoi surprendre. Bruno Le Maire qui se démène pour que les chantiers de l'Atlantique de Saint-Nazaire, STX, restent sous contrôle français. L'État qui fait jouer son droit de préemption. On nous explique que tout ça, c'est stratégique. Et puis, s'agissant du fabricant du TGV, il est prêt à laisser faire au nom de la coopération franco-allemande. C'est d'autant plus étonnant que l'État a dans sa main une option sur le capital d'Alstom. Il peut décider à tout moment de racheter les parts que détient Bouygues dans Alstom. Attention, cette option sera caduque dans 3 semaines. Donc, en gros, l'État a 3 semaines pour dire d'accord pour faire l'Airbus du rail avec Siemens, mais à condition de ne pas laisser tout le contrôle à la partie allemande. C'est encore possible. Mais si l'État ne bouge pas, c'est sûr, le fabricant du TGV passera très vite sous contrôle allemand. Il sera trop tard pour le regretter. L'éclairage de Nicolas Barré, directeur du journal Les Échos. On l'a appris cette nuit, la disparition de l'un des plus beaux sourires du théâtre français. Gisèle Casatsu, elle était la doyenne des comédiennes. Elle avait 103 ans. Sociétaire de la Comédie Française, également une carrière au cinéma. Ses partenaires s'appelaient Gabin, Rému ou Depardieu. Et pour nous parler de Gisèle Casatsu ce matin avec nous en studio, Thierry Geffrotin. Thierry, vous avez eu la chance de rencontrer cette grande dame. Oui, et quelle rencontre, Jean-Philippe, chez elle, dans sa maison d'Ars-en-Ré. Elle avait tenu à me faire elle-même le tour du propriétaire de cet ancien chai, grimpant avec audace une petite échelle de meunier pour me montrer tout. Elle avait 100 ans. 100 ans et 2 mois, avait-elle corrigé dans un sourire. Élégante, coquette, joyeuse, il était très facile de l'imaginer en ingénue et soubrette, rôle pour lesquels elle avait été engagée à la Comédie Française à 20 ans, en 1934. Toute petite, Gisèle Casatsu savait déjà qu'elle ferait du théâtre et aurait des enfants. Ça faisait beaucoup rire les grandes personnes qui pensaient que c'était incompatible. Durant sa carrière au cinéma, elle joue donc avec Pierre Freinet, Rému, Jean Gabin et beaucoup plus récemment avec Gérard Depardieu dans La Tête en friche, Beckett, Cayatte, Lelouch. Le cinéma donc et le théâtre qui était la passion de sa vie. Écoutez ce qu'elle disait la veille de jouer le Jubilé d'Agathe en 2014. Moi, je suis impatiente et j'ai l'émotion des représentations, mais ce sont quand même de grandes émotions toujours. Et puis Thierry, il faut dire aussi que Gisèle Casatsu était la doyenne d'une grande dynastie d'artistes. Ah oui, 5 générations, 150 ans de rayonnement artistique et particulièrement la musique. Louis, le patriarche né en 1850, le pianiste Robert, Henri, le compositeur et chef d'orchestre, Jean-Claude, dont le nom est associé à l'orchestre de Lille, Caroline qui chante, Dominique Probst qui est lui aussi compositeur, Tatiana Probst, l'une de ses petites filles qui est soprano. Impossible de les citer tous. Gisèle Casatsu restera leur modèle, elle qui disait regarder toujours vers la lumière. Thierry Geffrotin. Et puis une banderole pour Bernard Tapie. Patrick, c'était hier soir au Stade Vélodrome. Les supporters marseillais ont envoyé un message de soutien au patron l'ex-patron de l'OM. On a appris qu'il avait un cancer. Là-bas, Tapie reste l'homme de la finale de la Ligue des Champions en 93. Et l'OM a gagné 2-0 contre Toulouse. Marseille, 5e du championnat ce matin. Merci, c'était le journal de Jean-Philippe Ballas. Europe 1.